Bon, alors, c'est pas vraiment ma soirée à moi, là. Vous comprenez que c'est la soirée du survenant et de Mme Guévremont. Merci de cette présentation abondante. Moi, pour ma part, ce que j'ai l'intention de faire, et ce que j'ai préparé, en fait, c'est de situer l'œuvre de Mme Guévremont à l'intérieur d'un parcours plus vaste, autant au Québec que par rapport à d'autres sociétés. Et le premier élément qui m'apparaît comme important, c'est de l'ancrer elle-même dans sa propre vie, qu'on puisse voir d'où elle provient. La plupart d'entre vous le savez déjà. Je veux quand même mentionner quelques éléments qui me semblent significatifs. D'abord, elle naît Grignon, Germaine Grignon, de la même famille que Claude-Henri Grignon, qui est son cousin. Et c'est à Saint-Jérôme qu'elle vient au monde pour déménager relativement tôt à Sainte-Scolastique. Pour la raison que son père, Joseph Jérôme, est un avocat et il est nommé protonotaire à Sainte-Scolastique. À ce moment-là, le palais de justice plus Laurentide, c'est à Sainte-Scolastique. Elle y reste un certain nombre d'années et je vais sortir mes lunettes pour dire des dates qui sont déjà écrites ici sans me tromper. Elle va revenir à Saint-Jérôme pour être au pensionnat des Saints-Anges qui va donner naissance ensuite au cégep de Saint-Jérôme. Alors elle va y être élève, elle va retourner à Sainte-Scolastique pour ensuite aller faire 1 an à Toronto où elle va apprendre le piano et l'anglais, et la dactylographie. Ça lui donne déjà une certaine avance. Et dans son retour à Sainte-Scolastique, elle rencontre un Norvégien qui s'appelle Benedict W. Nyssen, qu'on appelle Bill, qui est né à Oslo, et qui a vécu en Chine, est passé par Vladivostok, Vancouver, Montréal, un aventurier. Vous y reconnaîtrez peut-être certains traits du survenant. Est-ce que c'est lui qui donne son image au survenant? On ne peut pas dire ce genre de choses, elle ne l'a jamais affirmé. Mais c'est quand même un événement qui est souligné par sa biographe et qui nous dit qu'il y a probablement là quelque chose. Cet homme marie sa sœur, Jeanne. Bon, alors, est-ce qu'il y a là une perte, un abandon, une sorte pas de mépris, mais quand même d'amour incomplet? Encore là, on ne le sait pas. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'elle rencontre Hyacinthe Guévremont. Alors lui, c'est un homme de Sorel, il est né là. Il a une grand-mère qui s'appelle Olive et qui est fille de Moïse Didas Beauchemin. Sa mère est de la famille des Beauchemin. Elle déménage à Sorel avec son mari quand il devient responsable d'une pharmacie avec son frère et va y vivre une quinzaine d'années, pendant laquelle elle va devenir courriériste pour la Gazette, en anglais, et ensuite pour les journaux de la région de Sorel. Bon, alors on a là comme un phénomène assez curieux. Cette femme, née Grillon, va adopter, dans le cas du roman Le Survenant, les noms et certains éléments des personnages de son mari. Bon, elle va d'ailleurs s'appeler Germaine Guévremont. Est-ce que... Bon, c'est l'époque, hein, on est dans les années 40, alors à cette époque, les femmes n'ont pas toujours l'idée ou l'audace, pourrait-on dire, de conserver leur nom. La mode est de donner aux femmes le nom de leur mari. Cette réalité-là va l'amener à vivre à Sorel et dans les environs, le Chenal du Moine, et elle va aller chercher là une part majeure de son inspiration, bien sûr. Ça va donner d'abord une série de textes qu'elle publie dans une revue qui s'appelle Paysania, et qu'elle va regrouper dans un premier volume, un recueil, pourrait-on dire, de nouvelles qui s'appelle En pleine terre, et qui va préparer en quelque sorte le chemin vers le survenant, puisqu'il y aura là des récits qui vont précisément traiter de personnages qu'on va ensuite retrouver dans le survenant. Alors par exemple, dans le cas de En pleine terre, on va voir dans un récit qui s'appelle Prière, la vie de la mère de Didas Beauchemin. On va raconter la vie de Didas Beauchemin. On va voir dans La visite du garde-chasse un personnage qui est tout à fait semblable à Didas et qui va jouer des tours au garde-chasse du coin, qui dans le roman Le Survenant s'appelle Côme provençal. On a ça encore un événement semblable. On a ensuite, dans 2 textes, le récit des accordailles de Alphonsine, la douceur de la pinière, que tout le monde va appeler Fonsine ensuite, et de son mari, Aimable Beauchemin. Leurs accordailles et leur mariage vont être racontés dans En pleine terre. Et ensuite, dans 2 autres textes qui s'appellent La glace marche et Un petit Noël, ce sont les relations entre Marie-Amanda et son mari, Ludger Aubuchon, qui va être raconté. Et Ludger Aubuchon, c'est un homme qui, dans le récit qu'elle présente,
va à un moment donné décider d'aller être marin. Alors il part, il quitte sa femme en quelque sorte, et il s'en va, comme elle dit, pour un voyage en eau salée. Bon, il revient dans un petit Noël où on fête une espèce de famille, une fête de famille normale, traditionnelle, dans le cas de Noël. Vous voyez ici donc, dans le récit de sa propre vie, ce que j'ai choisi, ce sont les événements qui nous rattachent au survenant, bien sûr. Mais il faut dire que, bon, avec l'apparition du survenant, par exemple, elle va gagner des prix, elle va ensuite publier un deuxième texte qui va s'appeler Marie Didas, et qui va raconter précisément la naissance de la petite fille de Didas Beauchemin. Bon, ça c'est Germaine Guévremont. Elle va revenir plus tard au chalet, lorsqu'elle aura terminé sa vie sociale d'auteur majeur, si on veut. Elle va se retourner au village, au Chenal du Moine. Bon, ça c'est Germaine Guévremont. Son ouvrage s'inscrit dans une dynamique complexe où on voit des œuvres d'une très grande variété et qui vont d'abord offrir aux gens qui vont lire la littérature du siècle dernier, du XXe siècle, des voyages à Saint-Jean-Port-Joli dans les anciens Canadiens, en Gaspésie avec Angéline de Montbrun, au lac Saint-Jean avec Maria Chapdelaine, dans les Laurentides avec Un homme et son péché de son cousin Claude-Henri Crillon, à Charlevoix avec Menot Maître Draveur, au Grand Nord avec Agaguc de Yves Thériault, sur la Côte-Nord avec Achigny, toujours d'Yves Thériault. Il faudra attendre 1965 pour que Hubert Aquin écrive le premier roman qui ne se déroule pas spécifiquement au Québec, c'est le prochain épisode. Son personnage va en Suisse, va en Autriche, et à Montréal aussi, bien sûr. Ensuite, on va voir apparaître pour la base ville de Québec, au pied de la Pente douce de Roger Lemelin. Et là, ce que je veux vous souligner, c'est de voir jusqu'à quel point les romans québécois sont ancrés dans la région, dans les pays des régions. Le premier roman montréalais, c'est dans le quartier Saint-Henri, c'est Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy, et c'est en 1978. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas la ville et qu'on écrit la campagne? Bon, il y a toutes sortes d'explications qu'on peut en donner, mais un élément certain, en tout cas, à mon avis, c'est certain, c'est qu'avec l'invasion britannique, j'appelle ça une invasion, moi, les gens qui sont sur le territoire de la Nouvelle-France sont autorisés à retourner en France, à aller vivre en France, à ne pas être sous le joug des autorités britanniques. Vont partir, bien sûr, les Français de souche de France, qui ne sont pas nés ici, les notables, les commerçants, les marchands, ceux qui font affaire avec la France, n'ont pas d'avantage à rester ici. Leur commerce tombe avec la domination britannique. Ça va laisser le Québec séparé en deux factions opposées, sans centre, sans intermédiaire. Le clergé, qui regroupe les personnes éduquées de la nation, et de l'autre côté, le peuple. Il y a quelques notables, bien sûr, qui restent entre les deux. Mais pour l'essentiel, la population française, d'origine française, qui vont rester au Québec après la conquête anglaise, ce sont des gens qui, soit par rapport à l'Église, vont accepter la soumission à l'autorité britannique. Vous savez que l'autorité de l'Église dit qu'on doit accepter de rendre à César ce qui est à César. Alors, c'est désormais les rois d'Angleterre qui sont maîtres du pays, alors on va accepter, on n'a pas à se regimber contre l'autorité. Bon, les patriotes vont le faire en 1837, c'est très bien. Bon, bien sûr qu'il y aura là des canons pour leur répondre et pour les empêcher de jouir de leur propre autorité, mais ça, c'est un problème politique. Alors que, dans la réalité, c'est dans les régions que vont rester le fait français, que va rester le fait français. Alors qu'à Montréal, ça va être les Anglais qui vont prendre le haut du pavé, qui vont créer les commerces, la Banque de Montréal, etc. Les trains, tout ce qu'il peut y avoir, sont sous autorité britannique ou anglaise. Et à ce moment-là, bon, ben, on est d'abord en même temps avec une civilisation anglaise au sud. Moi, j'aime pas tellement quand les gens des États-Unis disent ce sont les Américains. Quand les États-Unis disent « God bless America », ils veulent dire que Dieu bénisse les États-Unis. Or, nous sommes Américains autant qu'eux. Nous habitons l'Amérique. Alors, quand on dit « God bless America », moi, je suis bien content. Mais quand on dit que America first, chose certaine, c'est que déjà, en utilisant, comme les Français le font,
l'expression américain pour décrire les gens des États-Unis, il y a une espèce de servilité, il y a une espèce de facilité. Bon, ce sont les Français qui ont traduit Americans, comme le disent les gens des États-Unis, par Américains. Et quand, je ne sais pas moi, les chanteurs français disent l'Amérique, un jour je l'aurai, ce qu'ils veulent dire, c'est les États-Unis. Bon, nous sommes Américains, ça donne quelque chose, une certaine forme d'espace un peu plus large, mais dans la réalité, cette américanité, elle va nous permettre d'avoir des rapports beaucoup plus étroits avec nos voisins du sud états-uniens et avec les gens du sud de l'Amérique du Sud. Pour la raison qu'il y a là un fond de population généralement autochtone qui a bien sûr été déplacé, dépaysé par une nouvelle civilisation envahissante, la nôtre, ou enfin celle de nos ancêtres directs, les Français, qu'il y a eu la religion catholique et d'autres religions qui ont essaimé dans ces pays-là une dynamique beaucoup plus spiritualiste que concrète, que mercantile en quelque sorte, bien qu'aux États-Unis, ça a fait très vite une grande parenté. Et dans le parallèle que je vais vous présenter entre leurs survenants et d'autres romans, je ne parlerai pas de romans européens. Au 19e siècle, au 20e siècle, il y a bien sûr une émergence de la prise de conscience qui peut se rapprocher de ce qui se passe en Europe. Mais en Europe, la réalité est beaucoup plus ancienne. Nous sommes un jeune peuple, alors que les Français sont vieux de millénaires. Il y a là une espèce d'inscription dans le temps, il n'y a pas d'inquiétude, les Français n'ont pas peur de disparaître, il n'y a rien qui les menace, alors ils vont chercher les mots anglais. Ils les prononcent à la française. Alors, dans une certaine mesure, quand nous, on voit les Français prendre week-end ou d'autres expressions qui ensuite sont écrites dans les dictionnaires, ce qu'on voit, c'est effectivement une invasion qui, de notre point de vue, serait peut-être pas nécessaire. Fin de semaine, c'est tout aussi convenable. C'est pas dans le dictionnaire, parce que c'est 3 mots qui sont dans le dictionnaire. Bon. Alors, cette réalité-là, les Européens ne la connaissent pas. La réalité d'avoir à défendre un droit d'exister, une langue, une collectivité, des traditions. Alors, on n'a pas beaucoup de liens avec les Européens sur le plan de la littérature. Peut-être à la fin, 1960, ça commence avec Hubert Aquin et d'autres qui vont commencer à écrire d'une façon qui est moins située à l'intérieur d'un territoire dont on a l'impression parfois d'être un peu prisonnier. Bon. C'est donc à la campagne qu'on va voir apparaître les textes et on va voir la ville apparaître beaucoup plus tard. D'ailleurs, Québec, au pied de la Pente Douce, c'est en soi un peu un territoire qui est de région. Ce n'est pas la capitale véritable, c'est une capitale administrative, mais la métropole, c'est Montréal. Dans ce contexte-là, quand Mme Guèvremont publie Le Survenant, elle présente une mise en situation qui est très inhabituelle. Sa façon de construire son texte autour d'un personnage qui ne restera pas n'est pas conforme à la tradition telle qu'on l'a vécue jusque-là. Bon, dans des romans comme Lasquine, Urgel Deschamps, le personnage, alors c'est Albert Laberge, un journaliste qui écrit un roman qui s'appelle Lasquine. Lasquine, ça veut dire que la personne sans l'urine, qu'elle a de la difficulté, elle fait de l'énurésie. Alors c'est un terme de méprisant pour Lasquine. Le roman est teinté entièrement d'une vision sombre de la terre, d'une vision de la difficulté d'être obligé d'arracher, de travailler du matin au soir, d'avoir des pluies battantes qui jettent par terre le blé, c'est la misère. Lasquine. Les gens sont attachés au pays, ils ne voient pas d'autre issue que de travailler en restant là. Dans Un homme et son péché, on a aussi une vision qui est assez négative, à une certaine mesure, de la terre. Bien sûr, il y a des gens heureux, il y a le cabaretier, il y a le curé Lavelle qui se promène dans tout ça. Mais en soi, les gens sont... C'est difficile, la vie est difficile. Basile Fourchu, Donalda, qui est obligé d'épouser Séraphin parce que son père a des dettes. Alors, il y a une misère qui est inscrite dans le processus, et l'émergence du personnage central de Séraphin Couturier, qui va devenir un usurier, pratiquement propriétaire de toutes les terres parce que tout le monde lui donne de l'argent, c'est un phénomène qui est aussi un phénomène d'attristant, un phénomène de contrition en quelque sorte. La réponse que ces deux romans apportent, c'est précisément celle d'une vie difficile en région. Par contraste, Maria Chapdelaine va présenter des personnages épanouis, d'une certaine façon heureux, fiers de leur propre vie, mais encore là avec l'idée que
la relation n'est pas nécessairement toujours harmonieuse avec les jeunes de la place. Bon, Maria Chapdelaine va être amoureuse de François Paradis, qui va malheureusement mourir au chantier. Parce que la vie de la terre, c'est aussi la vie des chantiers. Cette espèce de contraste entre je pars de chez moi et je m'en vais travailler loin, c'est d'une certaine façon l'aventure. Ça répète un peu les coureurs des bois qui partaient pendant des années, parfois, pour aller chercher des fourrures jusqu'en haut de l'Outaouais, etc. 30 arpents, un roman de Ringuet. C'est un ambassadeur, M. Ringuet. Enfin, il s'appelle Philippe Panton, mais il est ambassadeur. Alors, quand il publie ses romans, il choisit un nom de plume, pour peut-être pas tout de suite être vu comme étant un père étrange. Lui, son personnage, le cariste Moisin, est un personnage comblé, ça va bien, la terre est généreuse, ses enfants sont bien, tout le monde est en santé, c'est la belle vie, jusqu'à ce qu'arrive un certain nombre de désastres qui l'amènent ensuite à céder sa terre, parce qu'il est rendu trop vieux, à son fils, qui va le forcer à s'exiler aux États-Unis. C'est l'époque où beaucoup de Canadiens français, de Canadiens tout court, comme on s'appelait encore à l'époque, vont s'en aller aux États-Unis, parce que la situation n'est pas vivable ici, dans l'endroit où on est né, pourtant. Bon. Dans le roman de Mme Guévremont, la terre est fertile. Il y a des difficultés, bien sûr, mais il y a aussi la chasse au radeau, la chasse aux outards. Bon. Et les gens qui habitent là ne perçoivent pas la ville comme un endroit dangereux ou comme un endroit menaçant. On va prendre un coup à Sorel, puis on revient dans le chenal du moine. Ça n'est pas et la terre idyllique, ni non plus la terre épouvantable. Alors, Mme Guévremont, avec son survenant, s'inscrit dans un parcours qui est ni d'un courant ni de l'autre. Il y a là un phénomène d'originalité manifeste. Sa force, c'est d'avoir malgré tout récupéré ce qui était présent dans les autres romans. C'est-à-dire le père et la terre comme élément dominant, comme élément d'assurance, de tradition. Mais y avoir ensuite ajouté la crainte de la déchéance, qui est présente, par exemple, Menot Maître Draveur, son fils meurt en faisant de la drave, il est noyé. Bon. Alors, le père perd son fils. Le père de Cariste Moisin est chassé par son fils qui va hériter de la terre. Bon, il hérite de la terre, mais le père lui prend le bord. Dans le survenant, c'est Amal qui va représenter ce phénomène de la déchéance. Et je vous cite un texte d'Alfred Desrochers, parce que je dois vous dire que dans ce que j'ai trouvé comme information dans les différents documents que j'ai consultés, c'est que Mme Guévremont a entretenu une relation épistolaire très étroite avec Alfred Desrochers, le père de notre Clémence. Alors, il écrit dans un texte poétique, Cycle des bois et des champs, « Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux. Et j'ai mal du pays neuf que je tiens d'eux, quand viennent les jours gris que septembre ramène. Et je rêve d'aller, comme allaient mes ancêtres. J'entends pleurer en moi les grands espaces blancs qu'ils parcouraient, nimbés de souffle et d'ouragan. Et j'aborde comme eux la contrainte des maîtres. Ça n'est pas innocent qu'un auteur québécois puisse souligner cette ambivalence, cette ambiguïté, cette idée d'avoir perdu quelque chose, un paradis, d'être déchu d'une race surhumaine, et en même temps d'avoir droit encore à rêver ou à le faire de grands espaces. Bon, vous reconnaîtrez bien sûr le survenant. Et aussi le père Didas dans l'idée de la tradition. Bon, ce phénomène de dépossession, je le compare quand même à un texte qui n'est pas d'un auteur francophone, c'est Hugh McClellan, qui a écrit un livre qui s'appelle Two Solitudes, qui montre l'écart entre des francophones un peu limités à leur propre village et le milieu anglophone où on a des marchands qui sont à l'aise, et qui font des placements, qui sont riches. Et il y a un jeune homme qui va s'appeler
Paul Tallard, qui va être tenté d'aller du côté de l'hégémonie ou de la prestance qu'offre le domaine, les Britanniques, les Anglais, devrais-je dire, à ce moment-là, il n'y a plus de Britanniques chez nous. Mais vous voyez, cette situation qui l'amène à effectivement prendre un peu le pas de ce que le commerce permet en anglais, le déchire complètement. Les deux solitudes placent un personnage francophone qui a l'impression de trahir. Et ça va être le cas aussi dans d'autres romans qui précèdent. Bon, Maria Chapdelaine va marier un paysan, mais il va y avoir des jeunes, des femmes qui vont considérer que parce que leurs époux, par exemple c'est le cas de Menot Maître Draveur, le prétendant de la fille de Menot Maître Draveur, Marie, c'est un homme qui va accepter de transiger au nom des Britanniques l'achat des terres et des forêts qui sont autour. Et pour ce faire, elle va considérer que désormais, ce n'est plus un bon époux. Alors on voit ici la tradition qui montre l'attachement à la terre, puis le rejet de ce qui peut être un investissement. Alors chez Hugh MacLennan, ce qui nous est présenté, c'est précisément le déchirement qui naît de quelqu'un qui a à trahir, dans une certaine façon, sa race, la façon dont il a déjà été éduqué, en quelque sorte, mené vers le bonheur. L'autre personnage, à part le survenant et Amable, c'est le survenant lui-même, bien sûr. Et il y a une ambiguïté qui est présente dans le texte. À un moment donné, Didas Beauchemin parle du fait que dans sa généalogie, il y a des gens de la famille Petit. Et le survenant dit, ah oui, il y a des petits dans ma famille aussi. Bon, alors, il y a donc peut-être là un lien génétique, de généalogie. Il n'y a rien qui est affirmé, ce n'est qu'esquissé comme étant une hypothèse. Mais cet homme, qui est le survenant, il a toutes les caractéristiques de Didas. Il est entreprenant, il est fort, il est audacieux, il prend un coup, bien sûr que ça peut le saouler, mais il se relève le lendemain et ça va bien. Il a comme une espèce d'aura aussi sur les gens qui l'entourent. Et il apparaît, bien sûr, comme étant celui qui pourrait aisément prendre la place de Didas Beauchemin. Et tout le long du roman, avant qu'on puisse voir la façon dont ça se développe, on peut penser qu'il va finir par hériter de la terre et qu'il va marier Angelina Desmarais, ou on ne sait pas trop. En tout cas, bref, ça se déroule un peu comme ça. Cette recherche de la liberté, coureur des bois, aventurier, marin, ce qu'on voudra, elle apparaît chez nous avec le survenant en 1945. Mais curieusement, non, pas curieusement, de façon tout à fait explicable, ce goût de la liberté apparaît aux États-Unis bien avant chez nous. Dans Moby Dick, un roman d'Herman Melville, il y a un jeune garçon comme ça qui s'engage comme marin sur un baleinier pour partir à la poursuite d'une baleine blanche menée par un capitaine fou, le capitaine Packard. Mais lui, c'est ça qu'il veut. Il veut vivre l'aventure. Mark Twain écrit un roman qui s'appelle Les aventures d'Huckleberry Finn. Bon, c'est un jeune garçon, il a 16 ans, 14 ans plutôt. Et il a été déjà dans un roman antécédent qui s'appelle Tom Sawyer, et ils ont trouvé un trésor, Tom Sawyer et lui. Et son père veut obtenir le trésor que son fils a placé entre les mains d'un banquier qui lui donne de l'argent de façon régulière. Alors lui, il veut obtenir l'argent. Alors pour ce faire, il séquestre son fils et il le contraint en quelque sorte à essayer d'embarquer dans quelque chose qui puisse lui permettre, lui, de récupérer l'argent. Ça dégénère, le fils finit par tuer son père. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas au Québec. Il n'y a pas d'assassinat de père ou de mère avant tard dans notre littérature. Il tue son père. C'est un marâtre, c'est un tortionnaire. Alors il le tue, il prend un porc, puis il met du sang pour qu'on ne l'attaque pas, il se sauve sur le fleuve, le Mississippi, et il va descendre le Mississippi avec un noir. 1884. Qui bien sûr n'est pas chassé parce qu'il s'est sauvé d'une plantation. Alors, le jeune homme décide de quitter sa famille, son père est mort, là, il quitte son milieu, et il part avec quelqu'un qui n'est absolument pas de sa race, de sa condition, devrais-je dire, parce que la notion de race est un peu ambiguë ici. Là. Il part avec quelqu'un qui est un proscrit, un démuni. Et ils vont descendre comme ça le long du Mississippi, et le roman crée en quelque sorte un peu, on dit que c'est le roman fondateur de la littérature états-unienne. Bon,
ça, on peut l'expliquer autrement, là, mais parce qu'il y a là l'idée précisément qu'en descendant, ils vont voir toutes sortes de personnes. Des gens qui se tirent au fusil depuis 3 générations, puis il n'y a plus personne qui se rappelle pourquoi. Des gens qui ont d'autres, des magouilles, ils vont se déguiser pour réussir à passer dans certaines zones où il serait mal vu d'être avec des Noirs, etc. Hercule Berlifield, c'est le jeune entrepreneur états-unien qui mène sa vie, qui finit effectivement par aboutir à un endroit où il va être reconnu comme étant un citoyen à part entière. Au Québec, on a un personnage qui s'appelle Jean-Charles Harvey, que vous comprenez peu, qui va écrire 2 romans. Un qui s'appelle Marcel Faure, qui va se dérouler dans le Bas-Saint-Laurent, où un individu qui s'appelle Max Hubert va offrir aux citoyens de la place de l'éducation. Il va leur permettre d'acquérir une connaissance approfondie de la réalité, les sciences, etc. Bien sûr que l'Église catholique va le condamner, il va être obligé de s'en aller, parce qu'on n'enseigne pas aux ouvriers à lire Voltaire ou je ne sais pas trop qui. Là. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il va écrire ensuite Les Demi-civilisés, qui va se dérouler à Montréal, et qui va cette fois-là présenter une vision qui prône l'amour libre, la libéralisation des mœurs, la liberté individuelle, rejeter les tabous, et on est en 1934. Le roman, bien sûr, se vend peut-être à 40 copies, je ne sais pas combien, je n'ai pas vu de chiffre, mais ça n'a pas dû se vendre beaucoup. Bref, il est proscrit, c'est évident. Mais il reste que dans cette recherche de liberté, on va retrouver ensuite dans Zorba le Grec, un roman de Kazantzakis, où un personnage encore là très libre d'esprit bafoue toutes les lois et s'organise pour avoir sa vie propre sans aucun problème. Le libraire de Gérard Bessel va présenter un personnage capable de se libérer des contraintes de la religion. On va voir des éléments qui vont suivre. Ça, c'est après Germain Guévremont, après le survenant. Le survenant, lui, il est présenté précisément comme quelqu'un qui a ce goût de la liberté. Je vous cite un petit extrait court. Il est chez les Beauchemins un soir et il y a une jeune fille, Bernadette, qui lui demande de chanter, parce qu'il a l'habitude de chanter. Il joue de l'harmonium aussi. Et il dit non, ça ne me tente pas ça. Ben, dit, voyons donc, survenant, on va y dormir. Alors, il dit ok, mais je veux boire avant. Elle dit non, ben non. Elle finit par accepter. Alors, elle va dans la chambre, chez les Beauchemins, chercher la cruche de gin, et puis le survenant, elle entend au survenant, il y a un premier verre, un deuxième verre, un troisième verre, il en prend 4 finalement. Le survenant buvait lentement, attentif à ne pas laisser une goutte s'égarer. Bernadette, elle a l'habitude de voir les hommes boire vite pour avoir l'effet le plus rapidement possible. Bon. Le survenant buvait lentement, attentif à ne pas laisser une goutte s'égarer. Il buvait lentement et amoureusement. Il buvait avidement et pieusement. Ce sont les mots de Germain Guévremont, bien sûr. Son verre et lui ne faisaient qu'un. Une brume s'élevait entre Bernadette et lui. Elle éprouvait de la gêne et de la honte, et aussi l'ombre d'un regret inavoué. Le sentiment pénible d'être témoin d'une extase à laquelle elle ne participait pas. Le survenant est dans son monde, et son extase n'est pas partagée. Il accepte de chanter après. Sa voix n'avait rien d'une voix exercée, et pourtant, elle parlait au cœur. Dès qu'il chantait, chacun alors se laissait emporter par elle sur le chemin de son choix, où chacun retrouvait, l'attendant, chaud d'ardeur, l'objet de son rêve. C'est un rêveur. Quand il chante, les gens rêvent, et ils partent avec lui. Ça me donne un peu l'idée de la force que le personnage a dans la vie du chenal du moine. Mais peut-être, la phrase qui, à mon avis, en tout cas, moi, me touche le plus, là, c'est cette toute petite phrase qui arrive vers la fin du texte, avant qu'il parte. Germain Guévremont dit, en arrivant au chenal du moine, avant de frapper à la porte des Beauchemins, il avait vu une vigne chargée de raisins noirs, et il s'était arrêté auprès. L'âpreté du fruit lui avait d'abord fait rejeter au loin la première grappe. Puis, peu à peu,
Il s'était mis à en manger, y prenant goût, et sans parvenir à s'en rassasier. Pas de contentement complet. Il y a toujours quelque chose qui manque dans l'univers du survenant. Que sa relation avec Angelina soit agréable, douce, il est fin avec elle, ben, pas toujours, des fois il donne des rendez-vous auxquels il ne se présente pas, il fait des dettes, il emprunte de l'argent puis il ne la rend pas. Bon, il y a dans une certaine façon une allure qui n'est pas nécessairement respectueuse d'Angelina, mais il reste qu'il lui témoigne d'une affection véritable et c'est sincère. Il le démontre à de nombreuses reprises. Cette idée qu'avant d'arriver chez les Beauchemin, il a vu une vigne, et ça c'est devant, le contexte ne le dit pas ici, mais c'est devant chez Angelina Desmarais qu'il voit cette vigne, nous montre un peu la façon dont Germaine Guévremont construit ses personnages en leur donnant une symbolique qui déborde du simple cadre de l'anecdote. Ici, on est en train de voir le survenant dans le fait qu'il est devant chez Angelina. Il pourrait avoir avec elle une relation éventuelle comme avec le raisin noir, mais il ne s'en lasserait pas peut-être. Ou alors, il y aurait l'âpreté qui l'empêcherait d'y goûter. Il y a quelque chose qui cloche, ça ne le satisferait pas. Ça ne serait pas assez. Il veut plus. La façon dont Germaine Guévremont présente ses personnages est donc très souvent teintée comme ça de cette vision d'une phrase, d'une organisation du texte qui offre une perspective qui déborde du cadre du moment où elle se présente. Bon. Fonzine. Fonzine a une tasse. Elle est sa propriété. C'est à peu près tout ce qu'elle a dans la vie. En fait, c'est sa tasse. Le survenant, en arrivant, il veut boire, il prend la tasse de Fonzine. Il s'accapare la chose sans savoir que c'est une tasse particulière. Et là, il dit, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, c'est ma tasse. Bon, il dit, ah, ben oui, voilà. Il la remet, bien sûr, et après ça, il ne la reprendra pas. Dans le roman suivant, Marie Didas, la Cayenne, celle qui épousera Didas Beauchemin après le décès de sa femme, là, dans le deuxième récit, va aussi s'accaparer la tasse, avec le même, sans gêne en quelque sorte. Fonzine est un personnage qui est présenté comme le survenant, avec la complexité d'un personnage riche. Amable, il est d'une seule volée. C'est un être faible, difficile, il travaille avec lourdeur, il n'est pas habile, il est facilement fatigué, ça va. Didas Beauchemin, c'est un bloc, c'est un homme qui tire du fusil, qui tue des otages, qui rame, qui fend du bois, c'est un homme qui est fort. Survenant est un être qui à la fois est tenté par le raisin, ou par l'alcool, ou par ce qu'on voudra, et en même temps c'est quelqu'un qui a une affection. Fonzine est en train de fabriquer des coussins. Et puis elle y insère ce qu'elle appelle du foin d'odeur, un herbage qui pousse et qui met des odeurs intéressantes à l'intérieur du tissu. Ben, le survenant va lui en trouver, sans qu'elle l'ait demandé, et va lui en apporter. Il va lui apporter du foin d'odeur. Fonzine est très séduite ou très étonnée du geste et va continuer, parce qu'elle a déjà commencé à considérer le survenant non pas comme un intrus, mais comme quelqu'un qui a malgré tout une certaine forme de générosité. Là. Quand Angelina apparaît dans le portrait, on la voit elle-même comme un personnage contradictoire. Elle est boiteuse, c'est vrai. Elle a la capacité d'être relativement riche parce qu'elle est à l'aise, elle vend ses produits à bon prix au marché à Sorel. Son père est tout à fait généreux avec elle. Et le survenant, malgré tout, n'est pas insensible à la personne qu'elle est. Il n'y voit pas une boiteuse, il y voit un être généreux, sympathique, attentif aux autres, contrairement à Mable qui ne voit que lui ou d'autres du même roman. Et Angelina va elle-même être comme partagée entre l'affection qu'elle a à l'égard du survenant et le ressentiment qu'elle a de voir qu'il ne la traite pas comme elle le souhaiterait, autant qu'elle aimerait qu'il l'aime. Et quand il va être parti, elle va être chez Marie-Amanda, qui est la fille de Didas Beauchemin. Marie-Amanda, j'en parle très peu, là, mais c'est un personnage qui apparaît, qui repart. Elle est mariée, elle habite ailleurs. Mais chaque fois qu'elle arrive, c'est une femme qui fait le ménage, qui est forte, qui assume en quelque sorte sa généalogie,
son ascendance avec la même prestance que Didas Beauchemin. Alors, ils sont ensemble, Angelina et elle. Alors, Angelina parle, elle dit, Marie-Amanda, penses-tu, si je partais à sa recherche, que je réussirais à le ramener? Peut-être que tu le ramènerais. Mais à supposer que tu le riverais à toi, même avec une chaîne de fer, si tu le voyais chaque jour rongé d'ennui, le cœur ailleurs, et toi, pareil à une déjetée à ses yeux, pauvre Angelina, tu le perdrais plus que tu le perds à cette heure. Si c'est son bonheur de faire le choix d'une autre femme, accorde-lui son bonheur. Autrement, tu ne l'aimes pas d'amour. J'ai une dit, je ne peux pas comprendre ça. Marie-Amanda, plus tard, tu comprendras. La peine, ma fille, ça meurt comme de la joie. Tout finit par mourir à la longue. C'est dans l'ordre normal des choses. Angelina se relève. Il est tard. Elle souffle sur la flamme du fanal. La flamme fuit, comme si elle n'avait pas voulu mourir. Alors Angelina saisit la mèche allumée et l'écrase à plein doigt. Ensuite, elle va rabattre le couvercle de l'harmonium. Elle est méconnaissable. On aurait dit une agonisante. Puis, le visage enchâssé dans ses mains transparentes à force de maigreur, elle se recueille. Son sort, elle l'accepte. Dans un geste de résignation, les mains de la pauvre fille s'ouvrent, ainsi que pour délivrer un oiseau captif. Une espèce de transfiguration, dans une certaine mesure, une acceptation. C'est la peine d'Angelina. Il va naître de ce roman un autre roman, et j'en parle même si ce n'est pas le survenant, parce que ça a quand même toute son importance. C'est Marie Didas. Marie Didas, le roman paraît en 1945. Il faudra attendre presque Régent du Charme en 1966 avec sa Bérénice Heinberg de La Vallée des Avalées pour voir une femme avec cette espèce de chien, cette espèce de caractère là, qui va lui faire passer à travers toutes les difficultés du monde. La mère dans Maman Plouffe aussi, au pied de l'Alcando, c'est une femme forte, mais malgré tout, elle est soumise à son mari. 100 ans de solitude, c'est un roman de Gabriel Garcia Marquez, c'est un Colombien. Il y a dans ce roman une vie imaginaire, un endroit incroyable, plein de fantasmagories. Mais il y a surtout une femme qui s'appelle Ursula Iguaran, qui a comme une espèce de prestance qui lui permet de sauver son fils, ses maris. Ils sont tous un peu fous. Ils décident de faire de l'or, ils décident d'aller chercher des galions espagnols, ils décident de fabriquer des machines pour aller retrouver des objets sous terre. Bon, ils sont un peu fous. Et chaque fois qu'ils ont terminé une lubie, qui finalement s'avère toujours absolument inutile ou impossible à réaliser, c'est Ursula qui fait le ménage, qui chasse les sous-fourmis, qui revient dans cette espèce d'univers. Et ça, c'est chez Garcia Marquez, 1967. Kamouraska, d'Anne Hébert, en 1970, va présenter aussi une femme forte. Elle va être victime d'un mari abuseur, violent, alors elle va le faire assassiner, elle va l'assassiner avec son amant George Nelson. Jacques Ferrand écrit un roman qui s'appelle La chaise du maréchal Ferrand. Et la chaise du maréchal Ferrand, c'est la succession de 3 Jean Goupil. Et le dernier s'appelle Jean Goupille. C'est une femme, elle s'appelle Jean quand même. Et elle va hériter, effectivement, de la force des deux précédents. On voit comme ça des femmes apparaître, comme Marie Didas va apparaître comme étant la vraie successeur de son grand-père, Marie Didas Beauchemin. Pélagie Lacharette, la Sagouine, d'Antonine Maillet, sont des personnages qui, comme ça, offrent une vision d'une femme forte. Le dernier dont je parle, c'est La Ville au gueux de Pauline Harvey, un roman que moi je considère comme étant un des sommets dans notre littérature. Madame Pauline Harvey invente un personnage qui s'appelle le prince Smine. C'est une femme. Elle s'appelle le prince Smine. Alors,
Monsieur le Président, Madame le Président. Alors, il y a toutes sortes de façons dont on essaie de maintenir le neutre qu'on appelle le masculin par rapport au féminin. Bon, elle trouve un truc. Alors, elle l'appelle le prince. C'est un prince, donc ça a toute la valeur d'un prince, mais elle s'appelle Smine. Alors, princesse, Mine, alors on entend princesse, hein, il y a quelque chose de très bien. Et bon, elle veut faire de la philosophie, elle est intéressée aux sciences, etc. On la critique, on dit qu'elle n'a pas d'allure, qu'elle n'est pas capable, qu'elle ne réussira pas. Et finalement, elle décide, à la fin de son parcours, de quitter son pays et d'aller chanter des poèmes en langue d'Oïl. C'est la vieille langue qui a donné naissance au français, dont le Oïl a fini par nous donner notre oui. Alors elle part et elle se met à écrire dans une autre langue que celle des gens qui habitent le territoire où elle est née. Bon, on a là une femme forte. On est face à quelqu'un qui a décidé d'assumer sa propre vie et d'aller loin jusqu'à la création d'un univers qui est le sien propre. Le dernier élément dont je veux parler, c'est du langage, chez Germaine Guévremont. Il y a un commentateur, Victor Barbeau, qui écrit en 1947, l'année de l'apparition du Survenant, à écouter parler ces personnages, on sent presque leur souffle. Leur odeur nous enveloppe. Ils s'articulent, se peignent et se définissent par leur langage. Madame Guévremont a bien fait de conserver au parler campagnard sa force et son âme. Et effectivement, elle est celle qu'il fait avec le plus de prestance. Mais nous, Maître Draveur, c'est écrit dans un français impeccable. Il y a quelques mots ici et là qui viennent trahir l'origine québécoise, là, mais il n'y en a pas. 30 arpents, c'est pareil. Les premiers romans, avant Germaine Guévremont, s'intéressent au parler local à quelques mots près, alors qu'elle, on relève dans l'édition critique qu'en a fait Yvan Lepage, quelques 400 expressions du terroir. Et c'est autant des mots que le fait de ne pas mettre le nœud dans « c'est pas croyable » ou « c'est pas disable », ce qui est des mots qui n'existent pas dans la langue. Bon, alors, cette façon d'aller chercher la langue et des personnages et de les montrer sous un jour qui est noble, audacieux et fignolé pour être beau, c'est aussi sans doute un des traits majeurs de l'œuvre de Germaine Guévremont. J'ai prévu, pour votre plaisir, si vous le souhaitez, de laisser quelques feuilles à l'arrière quand vous sortirez, où j'ai présenté une biographie très très simple des différents ouvrages dont j'ai parlé. Là, vous pouviez plonger dans un ouvrage en particulier, parce que je sais bien que là, vous n'avez pas pris de notes, vous ne pouviez pas le faire, et par respect pour la parole que je vous offrais, vous avez dit on ne dérangera pas, on ne commencera pas à griffonner ici, puis à dire excusez-moi monsieur, c'est quoi ça? Bon, alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, mais je vous ai un cadeau pour vous, vous pourrez prendre la feuille en sortant. J'en ai fait 40, alors évidemment vous êtes plus nombreuses et nombreux que ça, alors il faudra qu'il y ait des querelles peut-être, donc si vous